Mon fiancé et moi avons été effacés de la liste de mariage de ma sœur, nos noms supprimés devant 180 invités. Pas même après que j'ai payé 23 000 € pour le lieu de sa réception. Puis ma mère a envoyé un courriel, c'est le jour de Sophie. Ne rend pas les choses plus difficiles. Alors nous nous sommes échappés à l'île de Ré, en France. Le jour de son mariage, le marié est parti, elle a sangloté en ligne, et des heures plus tard. Ma famille m'a supplié de revenir. 3 jours avant le mariage de sa sœur cadette, Claire Dubois était assise sur le canapé de son appartement de Lyon avec son fiancé, Étienne, parcourant une liste de mariages en ligne. La tâche semblait ordinaire, voire pleine d'espoir. Choisir un cadeau avait toujours été la façon pour Claire de rester connectée, de prouver que malgré des années de déséquilibre silencieux, elle avait toujours sa place. Elle avait déjà viré la compte pour le lieu des mois plus tôt. 23 000 € transférés sans hésitation, se disant que c'était temporaire, que la famille aidait la famille. Lorsque la page s'est actualisée, l'ambiance a changé. Son nom n'apparaissait pas. Celui d'Étienne non plus. Elle a cherché à nouveau, plus lentement, convaincue d'avoir fait une erreur. La liste est restée inchangée. 180 invités remplissaient l'écran, des cousins éloignés aux anciens amis d'université, mais Claire et l'homme qu'elle prévoyait d'épouser étaient absents, effacés avec une finalité désinvolte qui lui a serré la poitrine. La confirmation est arrivée quelques minutes plus tard dans un courriel de sa mère. Il était bref, sans fioriture, et d'une loyauté indubitable. Le message lui disait que c'était le jour de sa sœur Sophie et l'exhortait à ne pas compliquer les choses. Il n'y avait aucune excuse, aucune explication, aucune reconnaissance de l'argent que Claire avait donné ou des années où elle s'était pliée pour se rendre utile. Debout près de la fenêtre, regardant Lyon s'illuminer dans la lumière de fin d'après-midi, Claire sentit quelque chose se durcir en elle. La douleur était réelle, mais en dessous se trouvait une clarté plus vive. Ce n'était pas un malentendu. C'était un choix. Ce soir-là, elle et Étienne ont parlé sans élever la voix. Il n'y a eu aucune supplique, aucune tentative de négocier leur retour dans une célébration qui ne voulait plus d'eux. Claire a réalisé qu'elle en avait assez de mendier une place à une table qui exigeait ses sacrifices mais ne lui offrait jamais de respect. Quand Étienne lui a demandé ce qu'elle voulait faire, la réponse est venue calmement mais fermement. Il ne resterait pas. Il quitterait Lyon et irait quelque part d'inaccessible, quelque part où le bruit de sa famille ne pourrait pas les suivre. À la tombée de la nuit, ils avaient réservé un voyage à l'île de Ré. Claire a supprimé le mariage de son calendrier et a quitté la conversation de groupe familial sans l'annoncer. Chaque petite action ressemblait à la libération d'une respiration qu'elle avait retenue pendant des années. Alors que les courriels de confirmation arrivaient, un soulagement l'envahit, mêlé d'épuisement. Ce n'était pas une fuite née d'une impulsion. C'était le résultat d'une vie de loyauté déséquilibrée qui avait finalement basculé. Le trajet vers la côte le lendemain matin semblait irréel. Des pins parasols formaient des arches au-dessus de la route, et le monde semblait se calmer à chaque kilomètre. À l'hôtel, l'air sentait le sel et le jasmin, et l'océan s'étendait, large et indifférent au drame humain. Claire est sortie sur le balcon de leur chambre et a laissé le vent soulever ses cheveux. Pour la première fois depuis des années, elle n'attendait pas d'approbation ni ne se préparait à la déception. Elle était simplement présente. Cette paix n'a pas duré longtemps. Des vidéos du mariage ont commencé à apparaître en ligne avant le coucher du soleil. Le marié était parti en pleine cérémonie, laissant Sophie sangloter devant une foule stupéfaite. Les extraits se sont rapidement répandus, assemblés et republiés par des inconnus avides de spectacle. Claire a regardé une fois, puis a mis son téléphone de côté. Le chaos qui se déroulait à Lyon semblait lointain, comme s'il appartenait à une autre vie. Elle n'était pas triomphante. Elle se sentait stable. Sans sa présence pour arranger les choses, l'image soigneusement entretenue de la famille se fissurait d'elle-même. Le lendemain matin a apporté plus d'images. Des disputes ont éclaté à la réception. Des vérités longtemps enfouies ont été révélées au grand jour, y compris des accusations publiques selon lesquelles Claire avait financé une grande partie du mariage, pour ensuite être retirée de la liste des invités. Internet s'est emparé du récit, transformant son effacement en un cri de ralliement. Son nom est devenu une tendance, portée par des inconnus qui reconnaissaient le schéma qu'elle avait vécu en silence pendant des décennies. Claire n'a pas répondu. Elle a marché sur la plage avec Étienne, la marée fraîche autour de ses chevilles, et s'est sentie plus légère à chaque pas. Les appels et les messages ont inondé son téléphone.
d'abord des cousins, puis de ses parents, et enfin de Sophie elle-même, demandant de l'aide pour réparer ce qui avait été brisé. Claire les a lus sans répondre. Le mot « réparer » ne l'alliait plus. Pendant des années, elle avait été la solution aux problèmes de tout le monde, le conte tranquille dans lequel il puisait chaque fois que Sophie avait besoin d'être secourue. Maintenant, elle comprenait que prendre du recul n'était pas de la cruauté. C'était de la survie. Alors que le soleil se couchait sur l'île de Ré, Claire a bloqué les numéros qui avaient autrefois gouverné sa vie. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était spacieux. Assise sur le balcon, écoutant les vagues se replier sur le rivage, elle a réalisé que le fait d'avoir été effacée avait révélé quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle n'avait jamais été appréciée pour qui elle était, seulement pour ce qu'elle fournissait. Partir n'était pas un abandon. C'était un acte de vérité. Le silence a duré moins d'un jour avant de se transformer en quelque chose de plus compliqué. Claire s'est réveillée tôt, la pièce baignée d'une pâle lumière matinale, et a trouvé Étienne déjà éveillé, son téléphone à la main, son expression crispée comme s'il lisait quelque chose qu'il aurait aimé pouvoir effacer. Elle n'a pas demandé au début. Elle a écouté l'océan, a essayé de laisser le rythme des vagues l'ancrer, mais la tension en lui tirait sur le calme. Quand il a tourné l'écran vers elle, elle a vu un autre extrait, plus tremblant que les autres, filmé depuis un endroit près des tables de la réception. La musique d'un quatuor à cordes essayait encore de paraître élégante par-dessus un rugissement de voix grandissant. Quelqu'un avait zoomé sur son oncle, Robert, le visage rouge, le doigt pointé sur son père avec une fureur qui ne prenait même pas la peine de rester poli, même à travers le petit haut-parleur du téléphone. La signification l'a frappé comme un coup. Robert disait à voix haute ce que tout le monde avait aidé à garder silencieux, que Claire avait payé pour le lieu, qu'elle avait supporté les coups pendant que Sophie s'attribuait le crédit et les louanges. La mâchoire de son père s'est contractée de la manière dont Claire se souvenait de son enfance, cette colère contrôlée destinée à intimider, mais cette fois, cela n'a fait taire personne. L'extrait s'est terminé dans un tourbillon de halètements et de chaises qui bougent. Puis Étienne lui a montré une autre vidéo publiée quelques minutes plus tard, comme si la nuit s'était transformée en une réaction en chaîne que personne ne pouvait arrêter. La grand-mère de Claire, Hélène, se tenait au centre d'un petit cercle sur la piste de danse, ses cheveux argentés attrapant la lumière du lustre, sa posture plus droite que Claire ne l'avait jamais vue. La pièce semblait se pencher vers sa voix. Elle a parlé de ce qui arrive quand on exclut les gens qui vous aiment vraiment, quand on choisit la vanité et l'image plutôt que la décence, et comment le prix finit toujours par être payé. Sophie apparaissait en arrière-plan, le mascara coulant, s'agrippant au bras d'une demoiselle d'honneur comme à une bouée de sauvetage. Claire a regardé sa mère fixer ses genoux comme si la nappe pouvait l'avaler tout entière. La vidéo s'est terminée, et Claire a posé le téléphone avec précaution, comme si la vérité était quelque chose de fragile et de tranchant. Elle n'avait jamais entendu sa grand-mère parler comme ça, pas une seule fois pendant toutes les années où Claire avait ravalé sa propre déception et l'avait appelée la paix. Hélène était restée silencieuse quand Claire avait renoncé à sa place à HEC Paris en 2011 parce que Sophie avait besoin d'elle à proximité. Hélène était restée silencieuse quand Claire avait signé chèque après chèque pour réparer les erreurs de Sophie. Mais maintenant, devant des inconnus avec des caméras, elle était bruyante. Claire ne savait pas si elle devait se sentir reconnaissante ou vide. Les mots arrivaient trop tard, et pourtant c'étaient toujours des mots que Claire avait attendu toute une vie d'entendre. À la mi-journée, les extraits étaient partout. Des inconnus assemblaient des séquences avec des légendes et des accusations, transformant la pourriture familiale privée en divertissement public. Les gens se disputaient dans les sections de commentaires pour savoir qui était le pire, Sophie pour l'effacement ou les parents pour l'avoir laissé faire. Le nom de Claire clignotait sur les écrans, le même nom que Sophie avait supprimé, s'élevant maintenant en lettres vives et grasses, comme si Internet pouvait restaurer ce que sa famille refusait de reconnaître. Étienne continuait d'actualiser, regardant le nombre de vues dépasser 1 million, puis 2, les chiffres gonflant trop vite pour paraître réels. Claire s'attendait à ressentir quelque chose de féroce, peut-être de la justification. Au lieu de cela, ce qu'elle a ressenti était une quiétude nette. La tempête n'était plus la sienne. Pour une fois, elle n'était pas au milieu, essayant de contrôler les dégâts avec une voix calme et des mots prudents. Elle était à l'extérieur, observant, et la distance lui a fait réaliser à quel point son ancienne vie avait été épuisante. L'océan s'en fichait. Les vagues allaient et venaient avec une indifférence constante. Dans ce rythme, Claire a trouvé une sorte de permission. Ce soir-là,
elle a fait un choix impulsif. Sur le balcon, avec Étienne à ses côtés et l'horizon saignant du rose alors, elle a posté une photo de sa boisson contre la mer et a tapé une légende qui a fait qu'Étienne la regardait avec un mélange de surprise et d'admiration. Ce n'était pas une explication d'un paragraphe ou une accusation publique. C'était une simple ligne qui laissait la vérité parler sans supplier personne d'écouter. Quand elle a posé le téléphone face contre table, elle a ressenti une pulsation de peur, puis de soulagement. Elle ne jouait plus la défense. Elle n'essayait plus d'être comprise par des gens qui avaient construit leur vie sur le fait de ne pas la comprendre. Le lendemain a apporté plus d'appels, plus de messages. Le nom de sa mère, Valérie, a rempli l'écran de Claire encore et encore, sans relâche. Puis celui de son père, puis celui de Sophie. Chaque message vocal était une autre tentative de ramener Claire dans le rôle qu'elle avait toujours joué. Quand Claire a finalement ouvert sa boîte de réception, elle a trouvé des objets urgents, des exigences déguisées en préoccupations familiales. Sa mère l'a exhortée à rentrer à la maison parce que la presse était brutale et que Sophie s'effondrait. Son père a insisté sur le fait que Claire empirait les choses en restant silencieuse, comme si son silence était du sabotage plutôt que de la survie. Il a écrit sur l'unité et le devoir, sur le nom de la famille, sans jamais demander une seule fois ce que cela faisait d'être effacé. Le message de Sophie était le plus poignant, non pas parce qu'il était sincère, mais parce qu'il était familier. Elle a supplié, a affirmé qu'elle avait besoin de Claire, a dit qu'elle ne pouvait pas supporter la haine, a dit que Claire était la seule à pouvoir faire comprendre les gens. Même maintenant, après l'avoir supprimée, Sophie se tournait vers elle comme elle l'avait toujours fait, s'attendant à ce que le monde s'adoucisse parce que Claire interviendrait et absorberait l'impact. Claire a fixé les mots jusqu'à ce que l'écran devienne flou. Elle pouvait presque entendre la voix de Sophie de son enfance, le même ton qu'elle utilisait chaque fois que des conséquences apparaissaient, la même supposition que Claire s'en occuperait. Étienne l'a trouvée assise avec le téléphone dans les mains, ses doigts tremblant légèrement, non pas par faiblesse, dû à cause du vieux réflexe de répondre. Il ne lui a pas dit quoi faire. Il lui a demandé ce qu'elle voulait. Claire s'est surprise de la rapidité avec laquelle la réponse est venue. Elle voulait que le bruit s'arrête. Elle voulait que la limite soit réelle. Un par un, elle les a bloqués. Sa mère, son père, Sophie. Chaque confirmation ressemblait à la dépose d'un poids qu'elle avait porté si longtemps qu'elle avait oublié qu'il ne faisait pas partie de son corps. Elle a hésité une fraction de seconde sur le nom de Valérie, la femme qui l'avait entraînée à se plier avec des mots doux et une culpabilité silencieuse. Mais ensuite Claire s'est souvenue du courriel qui avait tout déclenché, les 7 mots qu'il avait effacés sans hésitation. Elle a appuyé sur « bloquer ». Le silence qui a suivi a été immédiat, comme entrer dans un air pur après des années dans une pièce enfumée. Peu de temps après, un texto est venu d'une cousine dont Claire avait rarement des nouvelles. Le message disait que Sophie voulait que quelqu'un la contacte, voulait parler. Claire a senti l'attrait du conditionnement ancien, cet instinct d'arrondir les angles et d'apaiser. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une autre bulle est apparue de la même cousine, plus douce cette fois. Elle disait que Claire ne leur devait rien. Les mots l'ont frappé plus fort que les extraits viraux. Ce n'était pas un éloge. C'était la permission de quelqu'un de la famille d'arrêter de payer le tribut émotionnel. Cette nuit-là, Claire et Étienne ont marché sur le rivage sous un ciel épais d'étoiles, l'eau une étendue sombre respirant contre le sable. Le téléphone de Claire est resté dans la chambre. Pour la première fois, elle ne scrutait pas l'horizon à la recherche de la prochaine crise. La marée est montée, fraîche autour de ses chevilles, et la simple sensation physique l'a ancrée. Elle a réalisé que même si sa famille la dépeignait comme la méchante, même s'il ne s'excusait jamais, elle pouvait toujours choisir la paix. La vérité n'exigeait pas sa présence constante. Quand ils sont revenus, les messages continuaient d'arriver, s'accumulant derrière le blocage comme des vagues frappant une porte fermée. Claire ne les a pas lus. Elle s'est versé un verre d'eau, s'est assise à côté d'Étienne sur le balcon et a écouté l'océan. Son silence n'était plus de la faiblesse. C'était une ligne tracée dans le sable, et elle a finalement compris que certaines lignes ne sont pas destinées à être franchies à nouveau. La lumière du matin est arrivée doucement, filtrée par des rideaux voilés, et pendant quelques secondes, Claire a oublié où elle était. Puis elle a entendu l'océan, régulier et bas, et s'est souvenue. Le téléphone sur la table de nuit était silencieux maintenant, son écran sombre, et l'absence de son semblait intentionnelle plutôt que tendue. Elle a marché pieds nus sur le balcon, respirant l'air salin. Quand Étienne l'a rejointe avec 2 tasses de café,
l'une déjà préparée comme elle l'aimait, il l'a observée attentivement, comme pour évaluer si le calme allait se briser, mais il a tenu. Plus tard dans la matinée, la curiosité l'a titillée malgré sa résolution. Elle a ouvert son ordinateur portable, s'attendant à moitié à une autre avalanche de chaos. Mais en haut de sa boîte de réception se trouvait un message qui lui a serré la poitrine d'une manière différente. Il venait de Maître Anne Moreau, l'avocate de longue date de son grand-père. Claire l'a lu une fois, puis à nouveau, les mots s'installant lentement dans son corps. Le tribunal avait accepté le dépôt. Le testament signé et notarié était officiellement enregistré. Une audience préliminaire était prévue pour début avril à Paris, et Maître Moreau écrivait clairement que la position était forte, les preuves solides. La loi, disait-elle, était du côté de Claire. Claire s'est penchée en arrière, stupéfaite non pas par l'excitation, mais par un sentiment tranquille de finalité. Pendant des années, la vérité sur la succession de son grand-père avait plané en marge des conversations familiales, toujours vagues, toujours redirigées. Sa mère avait insisté sur le fait que tout était allé là où il était censé aller, et Claire avait accepté cette explication parce que la contester semblait être une autre façon de fracturer une paix déjà fragile. Maintenant, la vérité n'était plus quelque chose qui pouvait être écarté d'un regard ou d'un ton. Elle existait sur papier, classée et estampillée au-delà de la capacité de quiconque à l'effacer. Quand elle a montré le courriel à Étienne, son visage s'est fendu d'un sourire qui contenait de la fierté plutôt que du triomphe. Il n'a pas applaudi. Il n'a pas fait de grandes déclarations sur la justice. Il a simplement serré sa main et lui a dit qu'elle n'avait pas à tout ressentir en même temps, le soulagement, le chagrin, la colère, l'épuisement, tout cela était permis. Cette permission comptait plus que la victoire juridique elle-même. La journée s'est déroulée tranquillement jusqu'à ce que son téléphone sonne à nouveau, cette fois avec un numéro qu'elle a immédiatement reconnu. Marion, sa partenaire à l'agence, semblait essoufflée de la meilleure façon possible. Elle a dit à Claire que la marque de voyage avait signé. Le contrat qu'il courtisait depuis des mois était finalisé, d'une valeur de 450 000 €. Claire a ri aux éclats, un son aigu et incrédule qui l'a surprise elle-même. Pendant si longtemps, sa famille avait rejeté l'agence comme un passe-temps, quelque chose d'indulgent qu'elle faisait à côté. Sophie en avait plaisanté lors des dîners, l'appelant « le petit projet de Claire ». Maintenant, c'était réel, indéniable et rentable d'une manière que personne ne pouvait minimiser. Étienne l'a serrée dans ses bras, la soulevant brièvement du sol. Et pendant un moment, Claire s'est permis de tout ressentir en même temps, le soulagement, la joie, l'étrange symétrie de tout qui s'ouvrait en même temps. La vérité sur le testament, le succès de son travail, l'effondrement de l'illusion qui avait autrefois exigé son silence. Rien de tout cela n'était arrivé parce qu'elle s'était battue plus fort ou avait supplié plus fort. C'est arrivé parce qu'elle avait pris du recul. Ce soir-là, elle a fait l'erreur d'ouvrir Instagram. Sophie avait posté un carrousel de photos soigneusement choisies de leur enfance, pyjama assorti, un pique-nique au bord du lac, Claire la poussant sur une balançoire. La légende parlait vaguement de la famille, de la guérison et de la gratitude, de l'amour qui endure les malentendus. Pendant une fraction de seconde, Claire a senti l'ancienne attirance, la douleur de la nostalgie mêlée à l'obligation. Puis elle a fait défiler jusqu'aux commentaires. « Où est Claire ?» demandait-il encore et encore. Guérir sans elle n'est pas guérir. Tu ne peux pas effacer quelqu'un et ensuite poster ça. L'image soigneusement construite s'est fissurée sous le poids de la mémoire collective. Claire a posé le téléphone sans répondre. Elle n'avait plus besoin de corriger le récit de Sophie. Le monde le faisait de lui-même. Et étrangement, elle n'a ressenti aucune envie de participer. Le silence n'était pas défensif. Il était complet. Pendant le dîner sur le balcon, Étienne lui a demandé ce que cela faisait de gagner sur tant de fronts à la fois. Claire y a réfléchi, regardant l'horizon s'assombrir alors que le soleil plongeait dans l'eau. Elle a admis que c'était étrange. Les victoires comptaient, mais elle mettait aussi en évidence l'énergie qu'elle avait gaspillée à essayer d'obtenir une approbation qui ne viendrait jamais. Le véritable changement n'était pas l'argent ou le dépôt au tribunal ou la sympathie du public. C'était la prise de conscience qu'elle n'avait plus besoin de sa famille pour valider sa valeur. Ils ont marché le long du rivage ensuite, le sable frais sous leurs pieds, la lune projetant un chemin pâle sur l'eau. Claire se sentait détachée de la meilleure façon, comme si les fils invisibles qui l'avaient toujours tirée en arrière étaient enfin coupés.
Sa vie n'était plus orientée autour de la réaction au chaos de Sophie ou de la gestion des attentes de ses parents. Elle était orientée vers l'avant. Le lendemain matin, Claire était assise seule avec un carnet sur ses genoux, l'océan s'étendant largement en dessous d'elle. Elle a écrit lentement, non pas avec l'intention d'envoyer les mots à qui que ce soit, mais parce qu'ils avaient vécu en elle trop longtemps. Elle a écrit sur les moments manqués, sur le fait qu'on lui ait demandé de renoncer à ses rêves au nom de l'harmonie familiale, sur le fait d'avoir appris trop tôt que l'amour dans sa maison était assorti de conditions. Quand elle a terminé, elle a lu la dernière ligne 2 fois avant de plier les pages. Plus tard, elle et Étienne les ont emportés sur la plage, ont creusé un trou peu profond dans le sable et les ont brûlés ensemble. Le papier s'est recroquevillé en cendres. Les mots se sont envolés et ont disparu dans le vent. Alors que la marée se rapprochait, Claire a senti quelque chose se libérer en elle. Elle n'avait besoin de personne pour lire ce qu'elle avait écrit. Elle avait seulement besoin d'arrêter de le porter. Les jours qui ont suivi se sont déroulés avec une facilité inhabituelle, comme si la vie elle-même avait ralenti pour rejoindre Claire là où elle se tenait enfin. Elle et Étienne passaient leur matinée à faire du kayak le long des eaux calmes près du port, les planches se balançant doucement sous eux, tandis que des bancs de poissons scintillaient comme de l'argent sous la surface. Le soleil réchauffait ses épaules, ses muscles brûlaient d'une manière satisfaisante, et pour une fois, la douleur signifiait le mouvement plutôt que la tension. Chaque coup de pagaie semblait être la preuve qu'elle se portait elle-même maintenant, sans traîner le poids des autres derrière elle. La nuit, quand le ciel s'assombrissait et que les étoiles apparaissaient plus nettes qu'elles ne l'avaient jamais été à Lyon, Claire restait éveillée à écouter l'océan et réalisait qu'elle n'attendait plus. Pendant des années, l'attente avait été son état par défaut, attendre l'appréciation, l'équité, le moment où ses sacrifices seraient enfin vus et récompensés. Maintenant, il n'y avait plus rien qu'elle attendait de sa famille. L'absence d'attente semblait presque désorientante, mais en dessous se trouvait un calme profond et constant. La tempête sur Internet a continué sans sa participation. Les extraits se sont multipliés, les commentaires sont devenus plus durs, et les tentatives de Sophie pour récupérer le récit ont échoué sous l'examen. Les stylistes et les invités ont posté leurs propres fragments, certains avec amertume, d'autres avec un soulagement visible de ne plus protéger une façade. Les hashtags ont fleuri et se sont répandus. Claire n'en a eu que des aperçus quand Étienne les a mentionnés en passant, et même alors, elle se sentait étrangement détachée. Le bruit appartenait à une histoire dont elle était déjà sortie. Un après-midi, alors que la chaleur s'adoucissait et que les nuages dérivaient paresseusement au-dessus, Claire a reçu un appel de sa grand-mère, Hélène. La voix de la femme âgée était plus calme maintenant, dépouillée de la force qui avait porté ses mots sur la piste de danse. Elle a parlé lentement, avec l'honnêteté prudente de quelqu'un qui savait qu'il était trop tard, mais qui avait besoin de parler quand même. Hélène a admis ce que Claire soupçonnait depuis longtemps, que son grand-père avait changé son testament des années avant sa mort, laissant le domaine de Montclair et ses actions à Claire. Elle a admis que la mère de Claire le savait et avait choisi le silence, présentant une version plus ancienne à la place, dans l'espoir d'éviter les conflits et de garder la famille intacte. La vérité n'est pas arrivée avec un choc. Elle a atterri comme la dernière pièce d'un puzzle que Claire assemblait depuis son enfance. Toutes les déviations, la tension autour des finances, la façon dont ces questions étaient étouffées, tout s'est aligné pour former une image claire. Hélène s'est excusée pour son propre silence, pour avoir choisi la paix plutôt que l'honnêteté, et Claire a écouté sans interrompre. Quand l'appel s'est terminé, elle est restée très immobile, le poids de tout cela pesant sur elle, non pas comme de la colère, mais comme de la compréhension. La trahison était réelle, mais elle n'avait plus le pouvoir de la défaire. Étienne n'a pas essayé de réparer sa réaction. Il s'est simplement assis avec elle, laissant le moment passer à son propre rythme. Claire a alors réalisé à quel point l'amour était différent quand il n'exigeait pas de performance. Il n'y avait aucune condition attachée à sa présence, aucune attente qu'elle aplanisse l'inconfort ou se minimise. Cette prise de conscience s'est installée plus profondément que n'importe quel héritage ne pourrait jamais le faire. Quand ils sont rentrés chez eux des semaines plus tard, Claire a remarqué à quel point tout semblait plus léger. Son téléphone était plus silencieux. Sa boîte de réception contenait des messages sur le travail, sur des projets, sur un avenir qui lui appartenait. Elle et Étienne ont signé les papiers pour une modeste maison de ville près de l'eau, un endroit rempli de lumière et de planchers qui craquaient, lui rappelant que la maison était vivante. Ils ont accroché des photographies de leur voyage, préparé des dîners sans tension bourdonnant en arrière-plan, et rempli les pièces de musique au lieu de silence. Les mois ont passé.
La procédure judiciaire a progressé régulièrement, professionnellement, sans le mélodrame dont sa famille se nourrissait. Claire a laissé son avocate s'occuper des détails. Elle n'a pas assisté aux audiences, animée par la vengeance ou la curiosité. Elle a fait confiance au processus et s'est concentrée sur la construction d'une vie qui ne tournait plus autour de la nécessité de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Finalement, des opportunités se sont présentées que Claire aurait autrefois rejetées comme irréalistes. Elle a été invitée à parler, d'abord lors de petits rassemblements, puis de plus grands, sur les limites, sur le coût du silence, sur le fait de se choisir sans s'excuser. Debout dans les coulisses un soir, le microphone accroché à son col, elle n'a ressenti aucune peur. Quand elle est entrée dans la lumière et a parlé, les mots sont venus d'un lieu de clarté durement gagné. Elle a dit au public que l'amour ne devrait pas exiger l'effacement comme prix. Que dire, non, pouvait être un acte de survie, pas d'égoïsme. Elle a vu les visages s'adoucir, les épaules tomber, les larmes monter, et a compris que son histoire était devenue plus grande que sa douleur. Les applaudissements qui ont suivi n'ont pas été ressentis comme une validation. Ils ont été ressentis comme une connexion. Claire a emporté cette distinction avec elle par la suite, lisant des messages d'inconnus qui disaient avoir fixé des limites, être partie, avoir choisi la paix. Elle n'a jamais répondu à tous, mais elle a gardé leurs mots avec une gratitude silencieuse. Parfois, tard dans la nuit, elle se demandait si sa famille parlait encore d'elle, s'il la dépeignait comme la méchante qui les avait abandonnés. La pensée a fait surface brièvement, puis est passée. Leur voix ne vivait plus dans sa tête. Le silence qu'elle avait choisi était devenu un abri plutôt qu'une punition. À la fin de l'année, Claire se retrouva dans les coulisses d'un petit théâtre de Nice, le faible murmure d'un public filtrant à travers les rideaux. Un microphone reposait contre sa clavicule, son poids frêle en cran. Elle tenait une carte dans sa main, bien qu'elle n'en ait plus besoin. Les mots vivaient en elle depuis des mois, façonnés par les matins tranquilles près de l'océan, par les nuits où elle dormait enfin sans se préparer à la prochaine demande. Quand son nom a été appelé, elle est entrée dans la lumière et a laissé le silence s'installer avant de parler. Elle n'a pas raconté son histoire comme un spectacle. Elle l'a racontée comme une vérité. Elle a parlé des limites, de la façon dont le silence est souvent confondu avec la loyauté, et de la façon dont l'amour sans respect n'est pas du tout de l'amour. Elle a dit que « non » est une phrase complète, que l'appartenance ne devrait jamais coûter votre paix, et que parfois la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire est d'arrêter de frapper à des portes qui n'étaient jamais destinées à s'ouvrir. Pendant qu'elle parlait, elle a senti quelque chose changer dans la pièce. Les visages se sont levés. Les gens se sont penchés en avant. Certains ont essuyé leurs yeux. La voix de Claire n'a pas tremblé. Elle était stable, ancrée dans un lieu qu'elle avait gagné à la dure. Les applaudissements qui ont suivi se sont élevés comme une vague, chaleureux et affirmatifs, mais ils ne l'ont pas accrochée comme l'approbation le faisait autrefois. Elle a brièvement incliné la tête, non pas pour chercher la validation, mais pour reconnaître ce qui avait été partagé. En quelques jours, des extraits de la conférence se sont répandus en ligne. Des messages ont afflué de femmes qui se sont reconnues dans ses paroles, qui ont dit avoir enfin fixé des limites avec leurs frères et sœurs, leurs parents, leurs partenaires. Certaines ont écrit qu'elles s'étaient choisies pour la première fois sans s'excuser. Claire a lu ces messages tard dans la nuit avec une gratitude silencieuse. Son histoire était devenue quelque chose d'utile sans lui demander de se rétrécir. De retour à Bordeaux, la vie s'est installée dans un rythme qui semblait honnête. Claire et Étienne ont emménagé dans leur maison de ville près du lac, un endroit avec de larges fenêtres qui captaient la lumière du matin et une terrasse arrière où les hérons plongeaient bas au lever du soleil. Les planchers craquaient doucement, lui rappelant que la maison était vivante. Le week-end, il se promenait sur le sentier le long de l'eau, s'arrêtant pour un café sous les chênes, saluant de la tête les voisins qui ne connaissaient pas son histoire et n'avaient pas besoin de la connaître. Pour la première fois de sa vie d'adulte, elle se sentait enracinée quelque part qui n'exigeait rien d'elle que sa présence. Sa famille est restée absente. Valérie n'a plus jamais appelé. Sophie non plus. Le silence s'est étiré de semaine en mois, puis en quelque chose qui n'était plus tranchant. C'est devenu une cicatrice guérie, un rappel de là où elle avait été plutôt qu'une blessure qui saignait encore. Parfois, Claire se demandait quelles histoires il racontait sur elle, si elle avait été refondue en méchante qui les avait abandonnés. La pensée passait aussi vite qu'elle venait. Leur version d'elle n'avait plus d'importance. Le travail a prospéré. L'agence a grandi régulièrement,
construite sur les choix que Claire faisait pour elle-même plutôt qu'en réaction aux attentes de quiconque. Elle a cessé de surexpliquer son succès. Elle a cessé de s'excuser de vouloir plus. Même l'affaire judiciaire a progressé sans drame, gérée par des professionnels qui traitaient la vérité avec le sérieux qu'elle méritait. Claire ne s'est pas attardée sur les mises à jour. Elle a fait confiance au processus. La justice, a-t-elle appris, n'exige pas l'obsession pour arriver. Un soir, alors que le soleil tombait derrière le lac et peignait l'eau de douce teinte cuivrée, Étienne la trouva sur la terrasse avec un carnet et une tasse de thé qui refroidissait. Il lui a demandé à quoi elle pensait et Claire a souri, surprise de la simplicité de la réponse. Elle pensait au calme, à la façon dont l'absence de chaos avait créé de l'espace pour la joie. Étienne a hoché la tête, posant sa main sur la sienne, et a dit que le calme pouvait être un cadeau. Claire a senti la vérité de cela s'installer dans sa poitrine. Elle a repensé à la fille qu'elle avait été, celle qui se pliait pour se rendre utile, qui croyait que l'amour devait être gagné par le sacrifice et le silence. Cette fille avait attendu la permission d'exister. La femme assise sur la terrasse maintenant ne demandait plus. Elle a compris que se choisir n'était pas un acte de cruauté, mais de survie. Elle a compris qu'être effacée d'une table qui ne l'avait jamais appréciée avait fait de la place pour une vie qui, finalement, le faisait. Si vous avez déjà été négligé, rayé d'une liste, ou si l'on vous a fait sentir que votre valeur dépendait de ce que vous donniez, entendez ceci clairement. Vous n'avez pas besoin de mendier une place là où votre présence n'a jamais été respectée. Vous n'avez pas besoin de gagner l'amour en portant plus que ce que vous pouvez tenir. Parfois, la justice la plus puissante n'est pas la vengeance ou la confrontation, mais la liberté. Et parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est